Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est né le 14 avril 1452 à Anciano. Anciano est une ville se situant à 2 km de la ville de Vinci. Elle se situe dans la région de la Toscane en Italie. Son père se nomme Piero da Vinci. C'est un homme aisé qui est noble, tandis que sa mère est une paysanne se nommant Catarina. C'est pour cela qu'on ne retrouve pas de tableau de cette femme. La maison que vous voyez là est la maison de Léonard de Vinci dans la ville d'Anciano. Léonard de Vinci reçoit une éducation libre. Il va à l'école, mais ne poursuit pas de grandes études. D'ailleurs, son écriture n'est pas très belle. Elle est presque illisible. Et par exemple, il ne sait pas très bien parler le grec et le latin, il n'apprendra qu'à l'âge de 40 ans. Son grand-père et sa grand-mère sont essentiels dans son éducation, pour l'art et l'observation. Par exemple, sa grand-mère était céramiste, donc elle faisait de la céramique. C'est peut-être elle qui l'a fait baigner dans le domaine de l'art. Tandis que son grand-père lui a enseigné l'art de l'observation. Il lui disait d'ailleurs une phrase très importante, « Po l'occhio », ce qui veut dire « ouvre l'œil ». On raconte que la première œuvre de Léonard de Vinci serait une rondache. Une rondache est un bouclier où l'on peut graver des choses dessus ou dessiner des choses dessus. Lui, ce qu'il aurait fait, il aurait pris des parties d'animaux, donc des batraciens, des reptiles, des os, des plumes, et il aurait fait un dragon vert crachant du feu. Mais le problème, c'est que cette rondage, personne ne l'a retrouvée, donc on ne sait pas si c'est une légende ou la réalité. Suite à ça, son père aurait vu cette rondage et l'aurait trouvée magnifique et aurait découvert le talent de son fils et l'aurait amené à Florence. Ensuite, sa mère se remarie et il se rend dans le petit village de Vinci, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'appelle Léonard de Vinci. Alors là, je vais vous expliquer ce qu'est une bottega, puisque, comme je vous ai dit, le père de Léonard de Vinci va l'amener à Florence dans une bottega. Une bottega est un atelier d'artiste où l'on exerce plein de choses. Lui, il va se rendre dans la bottega d'Andrea Verrocchio. Sur la photo que je vous montre ici, c'est une gravure où l'on peut voir des personnes en train de peindre, en train de sculpter, en train de graver des choses. Donc là, c'est la région de Florence en Italie. Là, on peut voir une photo de la ville, dont le fameux dôme de Florence, qui est important pour la Renaissance. Léonard de Vinci va rentrer dans cette bottega à l'âge de 10 ans, et il va y apprendre déjà plein de choses. Par exemple, il va apprendre à peindre, dont pratiquer le sfumato, que je vais vous en parler après. Il va apprendre à fondre du bronze, fabriquer des machines, faire de la chimie, souder des pièces métalliques, donc plein de choses. Il va également aider le maître Verrocchio, Andrea Verrocchio, qui est un artiste important aussi pour la Renaissance. Il va faire aussi plein de choses. Il peint, il construit des choses. Donc il va l'aider, notamment pour ce tableau ici qui s'appelle le baptême du Christ. Si on zoome sur les deux anges qui se trouvent en bas à gauche, on peut deviner lequel est celui de Léonard de Vinci. Maintenant, on va s'intéresser justement à ces deux anges et on va regarder celui de droite. Et on va regarder leurs cheveux. Celui de droite a les cheveux d'une dureté incroyable. Donc c'est celui de Verrocchio qui dessinait les choses avec dureté. Tandis que chez l'ange de Léonard de Vinci, donc celui qui est de gauche, ses cheveux forment une masse de boucles. Donc cet ange est réalisé à partir du sfumato. Et à l'âge de 30 ans, il va recevoir une commande picturale. Celle-ci est vraiment prouvée par des moines. Elle s'appelle l'adoration des mages. Celle-là, il ne finit pas. Là, on peut voir sur l'image, déjà, c'est une couleur assez brune, puisque c'est de la peinture à l'huile à l'époque. Mais le dessin est fini, il ne manque plus qu'à mettre les couleurs. Mais on ne sait pas pourquoi, Léonard de Vinci ne la finit pas et part pour Milan. On pense qu'il ne la finit pas car il a des critères d'exigence trop complexes. Maintenant, je vais vous parler du sfumato. La technique du sfumato, seul Léonard arrive à l'exercer. Il s'agit en fait de mettre des petites couches pour créer un effet surplus. Cela donne un côté brouillé et vague, dont sfumato qui veut dire fumée. Cette technique est très difficile et très lente, puisque à chaque fois qu'on rajoute un pigment de peinture, la précision est plus marquée. C'est d'ailleurs le problème de Léonard, il ne finit pas tous ses tableaux. Maintenant, on va s'intéresser à la Joconde, qui a été réalisée à l'aide de la technique du sfumato. Si on zoome sur la tête de la Joconde, si on regarde juste les lèvres, on peut voir que les lèvres ne sont pas dessinées avec dureté, justement. On les voit presque pas. Donc c'est justement ça le côté brouillé et fin. Maintenant, je vais vous parler de Ludovic Sforza. Après avoir fait l'adoration des mages, il va partir de Florence pour Milan. Là-bas, il va devenir ingénieur à la cour de Milan. Donc, Milan se trouve ici sur la carte de l'Italie. Ce bonhomme, c'est Ludovic Sforza, qui est un homme aussi important à Milan. Là, c'est une image de Milan, ainsi que la cathédrale de Milan. D'ailleurs, il y a une cathédrale Sforza qui se trouve à Milan. Là-bas, il va réaliser des fêtes avec des automates. Et grâce à cela, il va avoir beaucoup de gloire. Les gens, ils ont jamais vu cela. On le considère comme un magicien.
Là, un exemple que Léonard a fait, c'est quand même étonnant pour un homme de la Renaissance, c'est un lion automate, donc qui bouge tout seul. Là, un autre exemple, c'est une charrette où on pouvait mettre des statues dessus et elle bougeait toute seule. Donc les gens n'ont jamais vu ça et ils le considèrent vraiment comme un magicien. Il va notamment réaliser un cheval qui va s'appeler le cheval de Léonard. Ce cheval, c'est un énorme défi technique pour lui. Ce qu'il veut, c'est le réaliser en bronze à taille réelle. Pour cela, il va partir en quête du cheval parfait. Et d'ailleurs, dans cette quête, il va rencontrer Salaï, que je vais vous en parler après. Donc, il va trouver ce cheval. D'ailleurs, ici, on peut voir des dessins de ses propres carnets. Il va le trouver, ce cheval, il va le dessiner. Il va faire un moule en argile de ce cheval. Le moule va être fini, pas de problème, il manque plus qu'à fondre le bronze et à le couler. Mais à ce moment-là, Charles VIII, le roi de France, attaque la ville de Milan. Et le bronze qui aurait été servi pour le cheval, servi pour fondre des canons pour protéger la ville. Donc là encore, c'est 10 ans de rêve brisé pour Léonard. Puis, en 1499, il part de Milan et se rend à Venise. Maintenant, je vais vous parler de Salaï, qui est un homme, un jeune, très important dans la vie de Léonard de Vinci. Salaï se nomme en vrai Gian Giacomo Copretti, et il devient l'élève de Léonard dès ses 10 ans. On raconte que Léonard tombe fou amoureux de lui. Salaï était d'une beauté troublante. C'était d'ailleurs les critères de beauté de la Renaissance. Il était blond, avec des cheveux bouclés, la peau blanche, les yeux bleus. Et d'ailleurs, il va servir plusieurs fois de modèle pour Léonard de Vinci et ses élèves. Là, on peut voir une gravure des propres carnets de Léonard, où l'on pense que c'est Salaï. Et là, c'est le Saint Jean-Baptiste, un tableau qui est assez connu aussi de Léonard de Vinci, où l'on pense aussi que c'est Salaï qui aurait posé. D'ailleurs, les traits avec le dessin et la peinture du Saint Jean-Baptiste correspondent parfaitement. Pourquoi Salaï ? Parce qu'en fait, Giacomo n'était pas un ange. Non, loin de là. C'était un voleur, un menteur, il cassait des choses de Léonard de Vinci. Mais Léonard de Vinci, on raconte qu'il aimait tellement cet homme qu'il n'a jamais voulu s'en séparer. Et il va lui donner ce surnom, Salaï, qui veut dire petit diable ou progéniture du diable. Salaï et Léonard vont rester 30 ans ensemble, et ce Salaï va mourir le 14 juin 1523 à l'âge de 38 ans. Artiste et ingénieur. Comme je vous ai dit, en 1499, Léonard part de Milan pour aller à Venise. Il est employé comme architecte et ingénieur militaire par les Vénitiens pour protéger la ville de l'invasion des Turcs. À 50 ans, il est appelé par le prince César Borgia. Donc là, c'est la région de Venise, et ce bonhomme-là, c'est le prince César Borgia. Là-bas, il va réaliser des cartes de villes conquises comme l'Imola, qui est la ville forte de Bologne. Il va aussi faire des engins militaires, comme ce dessin qui représente un char d'assaut, ou celui-ci qui est un sous-marin dont on s'est inspiré. Ces dessins sont très modernes pour la Renaissance, mais on imagine bien que ils n'auraient pas pu être réalisés. Par exemple, si on regarde le char d'assaut, il est en bois, donc si un projectile arriverait dessus, il exploserait. Donc on imagine bien qu'ils sont très modernes pour la Renaissance, mais pas pour notre époque. En 1503, il va repartir pour Florence avec une idée hyper importante pour la vie de Léonard de Vinci, c'est que l'homme pourrait voler. En 1505, il étudie le vol des oiseaux et se demande l'homme pourrait-il voler. Là, donc il repart à Florence et il va construire des machines volantes comme ceci qui est un parachute. On l'a refait, ça donnerait ça. Bien sûr, ça ne marcherait pas non plus puisque c'est en bois et c'est de la toile, ainsi que ces dessins qui sont des hélices. Et celui-là, on voit des ailes avec un homme. Et on a refait un de ces dessins aussi, qui serait un homme avec des espèces de salopettes et des ailes attachées. Bien sûr, cela ne marcherait pas non plus, c'est du bois, donc c'est lourd, et voilà. Il va aussi écrire un document appelé le Codex sur le vol des oiseaux, où c'est un livre, et on peut voir à côté de l'écriture un des oiseaux, justement, qu'il aurait dessiné. Ce projet, bien sûr, il ne marche pas, et ça sera son dernier échec. Je pense qu'il aurait arrêté de penser ce projet qui était devenu presque une obsession pour lui, suite à la mort d'un de ses élèves qui aurait essayé une de ces machines volantes. Donc après ça, c'est une période très pénible pour la vie de Léonard de Vinci. En 1513, il part pour Rome, donc qui est la capitale de l'Italie maintenant, et il va travailler pour Julien de Médicis, qui est un mécène important pour la Renaissance, donc la famille des Médicis. C'est une période difficile pour lui, la plus difficile même, car il n'a pas de maison, il devient malade, il a la malaria, et il devient un homme à abattre. Il trouve ensuite un atelier avec Michel-Ange et Raphaël, qui sont tous deux des artistes très connus de la Renaissance. Il va dessiner le portrait de Turin, où on peut voir un homme avec les yeux tristes, sombres, mélancoliques et dépressifs.
On pense que ce tableau serait son autoportrait. Il va d'ailleurs écrire une phrase triste, sûrement pour souligner les déceptions de son séjour à Rome. Les Médicis m'ont créé, les Médicis m'ont détruit. Après cela, Léonard de Vinci reste toujours à Rome et il va se lancer sur des recherches plus complètes. Il va avoir lui aussi une bottega, dont 2 élèves qui sont très importants, donc Salaï et Francesco de Melzi. Oui, dans cette bottega, le soir, il va disséquer des cadavres humains. Donc il consultait des personnes malades, puis décédées, les disséquait. Avec cette pratique, il est un des premiers à avoir donné une image d'un fœtus dans un ventre, donc d'un enfant dans un ventre, comme on peut voir sur cette image. Donc l'enfant avec la couche de peau, on peut dire, ainsi que celle-ci, on peut bien voir aussi le cordon ombilical de l'enfant. Il a fait plein de dessins grâce à ses pratiques, donc là on peut voir des muscles d'une épaule, des os d'un pied, on peut voir le genou, les côtes, les bras, les pieds, et notamment aussi sur le système digestif. Il était persuadé, en fait, que pour bien dessiner un corps, il fallait connaître tout le fonctionnement interne. Donc il fallait voir ce qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir bien dessiner quelqu'un. Et c'est d'ailleurs pourquoi il dessine des corps humains aux proportions autant réalistes. D'ailleurs, on peut voir ici l'homme de Vitruve, qui, en fait, ce sont les proportions parfaites d'un être humain. Mais ces pratiques ne durent pas. Il est dénoncé au pape pour dissection de cadavres. Le pape, bien sûr, lui interdit ces pratiques et son mécène, Julien de Médicis, meurt. Suite à ça, une idée lui vient, et il décide de rencontrer le roi de France, François Ier, qui est un homme qui cherche aussi des artistes. Et en fait, son but est d'être connu, et il cherche la première place. Donc il se dit que aller en France et rencontrer ce roi et travailler pour lui serait une magnifique idée pour se faire connaître. Mais le problème, c'est qu'il hésite, car Salaï ne le suivra pas. Mais il part quand même après quelques mois, en octobre 1516, à 64 ans. Ces derniers temps en France. Comme je vous l'ai dit, il va partir en 1516 en France. Il se rend principalement dans la ville d'Amboise, qui se trouve vers les châteaux de la Loire, où règne le roi de France, François Ier. Avec lui, il va prendre 3 tableaux, donc le Saint Jean-Baptiste, la Joconde et Sainte-Anne. Ça, c'est une image de François Ier, enfin un tableau plutôt. Et quand il arrive là-bas, il reçoit un accueil merveilleux. Il reçoit d'ailleurs une demeure à côté du château qui s'appelle le château de Clos-Lucé. Là, c'est une image de Francesco Melzi qui va l'accompagner et qui va être présent à sa mort. Là-bas, il va passer les 3 dernières de sa vie et il va peindre, il va écrire en compagnon de son élève et de son dernier compagnon, justement Francesco de Melzi. Il sera le premier peintre, premier ingénieur et architecte du roi. Une posture qu'il n'aurait jamais eue en Italie, donc il est très content. François Ier est fasciné par cet homme, à tel point qu'il y aurait un souterrain reliant la maison au château. Léonard réalise pour la reine Louise de Savoie, la mère de François Ier, en 1516 et 1518, une nouvelle demeure. Mais celle-ci ne se termine pas, peut-être à cause bien sûr de sa mort, et ensuite elle va être détruite en 1723. La mort du génie. Léonard de Vinci meurt le 8 mai 1519, à l'âge de 67 ans. Il y a plusieurs histoires sur sa mort. Une, qui est très célèbre, raconte qu'il serait mort dans les bras du roi. Il y a 2 tableaux qui sont très connus. Le premier, qui s'appelle La mort de Léonard de Vinci, et qui a été fait par Dominique Ingres, où on peut voir Léonard de Vinci couché, mourant dans son lit, et qui est pris dans les bras par François Ier. Et un autre, qui s'appelle aussi La mort de Léonard de Vinci, et qui a été réalisé par Ménageot. On peut voir aussi Léonard de Vinci mourant dans son lit avec François Ier. Et une autre, qui est aussi assez connue, c'est qu'il serait mort en écrivant, et sa dernière phrase aurait été « Je continuerai ». Quand il va mourir, il va confier ses pinceaux, sa peinture, ses écrits à Francesco de Melzi, et la Joconde, par exemple, va appartenir à la France. Maintenant, je vais vous parler de la Joconde. La Joconde est le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci. Elle se présente comme celle-ci, c'est une femme. Ce tableau a été réalisé entre 1503 et 1506, et par la technique du sfumato. Et c'est un tableau qui est mondialement connu. On ne sait pas vraiment l'identité réelle de cette femme. Il y a plusieurs options, dont une qui serait que ça serait une femme qui s'appellerait Lisa Gherardini, qui serait une femme d'un marchand de Milan. Une autre que ça serait Salaï féminisé, ou Léonard lui-même féminisé. Là, on peut voir un texte qui prouverait que ça serait une femme qui s'appellerait Lisa, où on peut voir la petite parenthèse, donc ça serait le bout de texte là. Là, on peut voir un tableau qui a été réalisé par César Macconi en 1863. On peut voir une femme qui est dessinée par Léonard de Vinci. La Joconde maintenant réside actuellement au Louvre, donc à Paris. Là, c'est une image de la Joconde et on peut voir en fait que beaucoup de gens viennent la regarder déjà, mais qu'elle est
très protégée. Les gens ne peuvent pas s'approcher au moins à 3 mètres de la Joconde et elle est très seule, comparant aux autres tableaux qu'on voit sur le coin gauche en haut. Elle est isolée. Pourquoi? C'est parce que le 22 août 1911, la Joconde a été dérobée par un Italien et amenée en Italie pendant plusieurs années où on ne retrouvait pas la Joconde et tout le monde a été affolé et tout ça. Puis ensuite, elle a été trouvée et rendue à la France. Donc maintenant, il y a beaucoup de précautions pour que celle-ci ne se fasse pas dérober. Mes sources ont été Wikipédia, Google et YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà.